Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence de presse. C'est un peu spécial puisque, comme vous pouvez l'imaginer, elle est en ligne et elle est dans le cadre d'un webinaire sur l'impunité et le journalisme, le droit de savoir. Je suis Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, l'organisation mondiale de la profession, qui représente 600 000 personnes dans le monde, réparties dans 150 pays de la planète. Pour la première fois, la Fédération internationale des journalistes organise une conférence de presse internationale qui est suivie par des journalistes issus de toutes les régions du monde via notre plateforme Zoom, mais aussi en live sur le réseau social Facebook. Une conférence de presse qui est organisée à l'occasion de la publication par la FIJ, donc la Fédération internationale des journalistes, de la fameuse liste des journalistes tués dans le monde, la Kill List, et à laquelle nous avons ajouté cette année une liste des prisonniers, et également à la suite de la publication du rapport de l'association Fight Impunity sur l'état de l'impunité dans le monde. Donc une conférence de presse conjointe sur les conséquences de l'impunité sur le journalisme et sur la liberté de la presse au niveau mondial. Alors, une conférence de presse qui est aussi l'occasion pour la FIJ de vous rappeler que nous avons publié le 10 décembre dernier, le 10 décembre 2020, le livre blanc du journalisme mondial, qui a été publié lors de la Journée internationale des droits de l'homme. Et ce livre blanc qui recense notamment tous les documents de la FIJ qui font aujourd'hui autorité dans la profession, que ce soit d'un point de vue éthique avec la Charte mondiale d'éthique des journalistes, d'un point de vue journalisme de qualité avec la plateforme mondiale du journalisme de qualité qui vise à protéger les médias, à sauver les emplois et à soutenir les travailleurs les plus précaires. Parce qu'on rappelle à chaque fois que l'information ne doit jamais être confinée, une information doit rester un bien public, et cette plateforme mondiale pour un journalisme de qualité a été publiée à l'occasion, évidemment, pendant les différents confinements qui ont eu lieu dans le monde, pour apporter un nouveau souffle économique et social au journalisme et aux journalistes dans le monde. Bien entendu, on en parlera tout à l'heure, cette plateforme mondiale a été précédée par la Convention internationale sur la sécurité et la protection des journalistes dans le monde, protection dont nous parlera tout à l'heure le président de la Fédération internationale des journalistes, Younes Mjahed. Et dans ce livre blanc, on a évidemment toutes les études que la FIJ a publiées ces dernières années sur les conditions de travail des journalistes, sur les salaires, sur l'étude des conditions de travail des femmes et des hommes dans la profession, dans les rédactions, et bien entendu, une mise au point sur cette fameuse Kill List, cette fameuse liste des morts qui, je le rappelle, en 2020, a répertorié 65 décès et a constaté 229 journalistes en prison. Donc, comment opèrent les journalistes dans des régimes autoritaires, durant des conflits armés, qui réduisent au silence les journalistes et qui bafouent la justice? Comment la pandémie du Covid-19 a-t-elle aggravé les entraves au journalisme indépendant à travers le monde? Pour répondre à toutes ces questions, cet événement en ligne réunit ce midi la présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen, Marie Arena, qui se connectera avec nous dans une quinzaine de minutes. Marie Arena interviendra sur une question essentielle et importante et trop peu connue, je dirais, au sein du Parlement européen, c'est comment le Parlement européen combat au quotidien l'impunité qui protège les assassins de journalistes.
On recevra également, et il est déjà avec nous, le président de la Fédération internationale des journalistes, Younes Mjahed, qui est en direct de Rabat, au Maroc, et qui reviendra, comme je disais il y a quelques secondes, et qui présentera la convention de la FIJ pour les Nations Unies, pour une protection et pour la sécurité des journalistes, qui a été rédigée et présentée par la FIJ et qui est présentée régulièrement aux différentes diplomaties dans le monde lors de différents événements. Et ça, Younes Mjahed nous rappellera à la fois les différentes présentations, mais aussi le contenu de ce document essentiel qui a été notamment soutenu par les agences des Nations Unies. Je suis très heureux également d'accueillir aujourd'hui le président de Fight Impunity, Antonio Panzeri, qui est en direct d'Italie, un ancien parlementaire européen, spécialiste des questions des droits de l'homme, et qui conclura cette conférence de presse en présentant notamment les actions de sa jeune association Fight Impunity. Donc, bonjour Antonio. Je suis très heureux également d'accueillir aujourd'hui l'ancien président de la Fédération internationale, l'actuel trésorier honoraire de la Fédération, Jim Boumela, qui est en direct du Royaume-Uni et qui sera donc évidemment, qui est également avec nous. Jim détaillera pour nous en fin de conférence de presse la longue étude qu'il a menée il y a 3 mois sur les 30 ans de la Kill List. Donc les 30 ans de la Kill List qui se sont écoulés entre 1990 et 2020. Un excellent travail que nous avons donc publié dans le livre blanc mondial de la FIJ le 10 décembre dernier. Donc Jim reviendra sur les détails et ce qui a fait vraiment la Kill List depuis 1990. Nous recevrons également Orsola Gassagrande, qui est avec nous aussi ce midi, journaliste italienne et qui est l'auteur ou une des auteurs de l'imposant rapport mondial sur l'impunité de l'association Fight Impunity. Donc, bonjour Orsola et très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Enfin, je suis très heureux également d'accueillir quelqu'un qui a un statut un peu spécial aujourd'hui, donc le journaliste d'investigation très connu au Ghana, Anas Aremaya Anas, qui n'apparaît plus à visage découvert depuis déjà 2 années. Il a été l'instigateur de l'enquête sur la corruption dans le monde du football international. Son confrère Ahmed Hussein a été assassiné le 16 janvier 2019, car il était l'un des auteurs de cette grande enquête qui montrait au grand jour la corruption dans le monde du football. Ahmed a été assassiné et Anas s'est juré depuis ce 16 janvier de retrouver les tueurs. Je suis très honoré qu'Anas ait accepté de nous rejoindre lors de cette conférence de presse et il nous expliquera évidemment tout le processus qui fut le sien pour mettre au jour cette corruption dans le monde du football et bien entendu toute la question de la corruption sur le continent africain. Il nous parlera évidemment de son quotidien en tant que journaliste international. Et je voulais juste mentionner que nous avons reçu un petit message de Agnès Calamard qui s'excusait de ne pouvoir être des nôtres ce midi. Agnès Calamard est l'experte française des droits de l'homme, rapporteure spéciale du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Elle a un emploi du temps extrêmement chargé et elle nous a fait savoir qu'elle ne pourrait pas être des nôtres pour cette conférence de presse. Voilà, sur base de leurs expériences, de leurs données collectées au cours des 30 dernières années ou des dernières semaines, c'est selon, tous nos intervenants dresseront un bilan difficile, il faut l'admettre, de l'état de l'impunité dans le monde et des conséquences pour la liberté d'expression, tout en explorant comment la mobilisation des organisations et des institutions internationales, ainsi que l'action politique, peuvent contribuer à renforcer le respect des droits fondamentaux.
Une fois encore, les statistiques sont macabres. Un meurtre sur 10 de journalistes dans le monde fait l'objet d'une enquête. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut mettre fin à cette impunité qui gangrène la profession, qui gangrène la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté de tous les journalistes, et à travers la liberté d'expression, le droit des citoyens de savoir, le droit des citoyens de connaître toutes les informations qui sont d'un intérêt public. Donc, après ces interventions, il y aura une séance de questions-réponses qui seront gérées par nos collègues de la Fédération internationale et de Fight Impunity via le chat de Zoom ou via les questions et réponses de Facebook. Tous les participants peuvent utiliser donc ces différents chats et pour poser leurs questions. Je tiens ici à remercier Simona Rousseau et Julien Gastello de l'association Fight Impunity, qui ont beaucoup travaillé avec mes collègues de la Fédération internationale pour que ce live soit réel, soit efficace et, je l'espère, passionnant pour nos confrères et consoeurs. Et en tout cas, ils ont travaillé avec ma collègue Pamela Morinière, donc la responsable des communications et des campagnes de la FIGE de cette conférence de presse. Je n'oublierai pas ici de mentionner mes collègues de la FIGE et de la Fédération internationale et de la Fédération européenne à Bruxelles et dans nos bureaux régionaux, à Buenos Aires, à Dakar, à Sydney, qui ont participé à l'écriture, à la rédaction de cette liste des tués 2020. Gros travail qui a été coordonné par Ernest Sagaga, donc en charge de ces questions à la Fédération internationale des journalistes. Donc merci à tout le monde au nom de la Fédération internationale, merci aux intervenants. Je sais qu'ils se sont mobilisés, que ce soit du côté de la Fédération internationale que du côté de Fight Impunity. Ils se sont mobilisés pour être libres à l'heure du midi pour Bruxelles, mais nous sommes suivis partout dans le monde aujourd'hui avec une interprétation en anglais, en français et en italien. Et donc, merci à tout le monde. Donc, nous allons donc commencer par notre collègue Younes Mjahed, qui est donc le président de la Fédération internationale des journalistes depuis 2019, depuis le congrès de Tunis. Younes est un journaliste marocain très connu au Maroc, mais bien entendu dans le monde, puisque avant d'être président, il a été pendant plusieurs mandats premier vice-président de la FIGE. Et Younes, évidemment, connaît toutes ces questions d'impunité qui ne concernent pas que les journalistes qui se font assassiner, bien entendu, mais c'est aussi les journalistes qui sont emprisonnés, les journalistes qui sont harcelés, les journalistes qui reçoivent des menaces, et ça, c'est au quotidien. On le reçoit ici, des témoignages tous les jours à Bruxelles et dans nos bureaux régionaux. Younes a éprouvé dans sa propre chair cette question de l'impunité, puisque lui-même a subi l'impunité d'être emprisonné au Maroc quand il était jeune journaliste. Donc, Younes, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Tu as 7 minutes, en gros, pour nous présenter la Convention de la FIGE pour les Nations Unies, Convention de la FIGE pour la sécurité, pour la protection des journalistes. Et donc, Younes, je te laisse la parole et je te remercie. Merci beaucoup, Anthony, et merci à les personnes qui sont en direct avec vous et aussi aux panélistes. Je crois, Anthony, que vous avez déjà introduit le sujet parce que vous avez déjà parlé de cette convention, mais à l'occasion maintenant de ce livre blanc, je dois dire que depuis 1990, on a 2680 journalistes qui ont été assassinés. Je crois que c'est vraiment c'est un chiffre qui démontre la situation, comment elle est très difficile. Mais je dis aussi que c'est simplement la partie visible de l'iceberg, parce que oui, l'assassinat, c'est le comble de la situation, mais il y a des menaces, il y a des emprisonnements, il y a toujours d'autres
d'autres formes d'agression contre les journalistes. Et ça, c'est quotidien dans plusieurs pays du monde. La dernière année 2020, on a compté 65 morts. Mais vous savez très bien qu'il y a des journalistes toujours en prison, qu'il y a aussi d'autres formes, comme j'ai dit, d'agression. Face à toutes ces situations, la FIJ a chargé une professeur d'université pour qu'elle prépare un texte. C'est ce qu'on a voté. On a maintenant un texte qu'on a présenté. C'est un projet de convention avec les Nations Unies. Et c'est un document qui est très important, qui essaie un peu de tracer toutes les lignes essentielles pour la protection et la sécurité des journalistes. On a fait un grand effort en sensibilisant, premièrement, nos affiliés, parce qu'ils sont en train de travailler avec les diplomaties, avec les représentants diplomatiques de plusieurs pays, mais on a fait aussi, on a organisé des réunions à New York, à Genève, pour toujours essayer de convaincre les Nations Unies, toujours avec aussi l'UNESCO. L'essentiel, c'est d'essayer d'avoir un texte qui serait adopté par les pays, qui doit être signé et qui doit avoir un mécanisme pour la protection des journalistes. Ce n'est pas facile, comme vous le savez très bien, parce qu'il y a toujours des procédures, il y a toujours, c'est politique, c'est un vote, il faut convaincre les États. Mais on va continuer à travailler sur cette question parce que pour nous, elle est essentielle, elle est importante. La question de l'impunité, elle est vraiment une question prioritaire pour nous et je crois pour tous les syndicats à travers le monde, les syndicats de journalistes. Le but de la Convention est de promouvoir et de protéger, d'assurer la sécurité des journalistes et des autres professionnels des médias pendant les conflits armés, et de préserver leur capacité d'exercer leur profession d'une manière libre et indépendante. Et pour ça, on a proposé plusieurs mesures qu'on peut, je ne vais pas citer toute la convention, mais il y a le droit à la vie et à la protection contre le mauvais traitement. Il y a aussi le droit à la liberté, il y a le droit à la liberté d'expression, et aussi pour la Convention, pour nous, c'est une question très importante que les États prennent des mesures appropriées pour assurer la prise de responsabilité à travers, que ce soit à travers des mesures, à travers des législations, à travers des alertes, parce que les États doivent assumer leurs responsabilités. Et c'est pour ça qu'on a proposé plusieurs mesures pour les enquêtes, pour la sensibilisation, pour la protection des journalistes pendant les élections, pendant les conflits armés, etc. C'est-à-dire que la profession de journaliste doit être une profession qui est protégée par la loi et par des mesures, mais aussi par une volonté politique, parce que ça, c'est essentiel. La question aussi qui est très importante aussi, c'est la sensibilisation des autorités pour la protection des journalistes et pour le respect de la liberté de presse, pour le respect du travail des journalistes quand ils exercent leur profession. Le mécanisme qu'on a proposé, c'est la création d'un comité pour la sécurité des journalistes. C'est un mécanisme qu'on propose, c'est un projet et il se compose d'après notre proposition de 15 membres qui seront élus à scrutin secret par les États partis. Et pour nous, ce sont des personnalités de haute moralité qui ont une compétence dans ce domaine. Alors, ça, c'est notre proposition. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement tout ce que j'ai cité pour les pays, pour les autorités, pour qu'ils respectent, pour protéger les journalistes, mais aussi créer un mécanisme qui sera au niveau international, qui peut enquêter, qui peut faire beaucoup de choses pour la protection des journalistes, parce qu'on sait très bien que dans les pays, il y a une grande impunité, et comme a dit Anthony, et ça c'est connu, 10 cas, il y a simplement un cas où il y a de l'investigation, mais on ne sait pas même pas, normalement, généralement, il n'y a pas
de poursuite contre les criminels ou contre les gens qui ont attaqué les journalistes. C'est une question pour nous prioritaire, comme j'ai dit, très importante. On va continuer à travailler et malgré la situation actuelle pour nous, le livre blanc, c'est une bonne occasion pour aussi pour plaidoyer pour cette question, pour dénoncer ce qui se passe et pour inciter les autorités à vraiment respecter le droit à l'exercice de la profession d'une manière libre. Et quand on dit ça, que c'est une responsabilité sociale. La société doit avoir la possibilité de connaître les informations, d'avoir une presse qui est libre, une presse indépendante. Ça fait partie de la démocratie, de la transparence. Et si les journalistes sont menacés, sont assassinés, sont agressés, ça veut dire que une grande partie ou une partie très importante de la démocratie, il est bafoué. Et c'est pour ça que pour nous, c'est une question prioritaire à la Fédération internationale des journalistes avec d'autres partenaires. On va continuer à travailler et, comme vous le savez très bien, c'est un engagement qu'on a pris. On va continuer à convaincre les pays, les diplomaties à travers aussi nos affiliés et on espère qu'on va arriver un jour à la signature de cette convention et qui doit être voté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sera pour nous une victoire, la première victoire parce que après la signature, après l'adoption, on va voir si le mécanisme marche et s'il doit être respecté. Voilà ce que j'ai à dire sur cette question et s'il y a des questions à répondre, je suis là avec mes camarades. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Younes, pour avoir été dans les temps déjà et puis pour avoir permis de donner un cadre assez général à cette convention des Nations Unies. Je vais donner la parole maintenant à Orsola Casagrande, journaliste italienne, que je suis très heureux d'accueillir ce midi. Juste après elle, on aura donc Marie Arena si elle arrive à se connecter à temps, mais elle a promis qu'elle serait connectée pour midi, donc elle ne devrait pas tarder. Ensuite, nous aurons Anas Aremeya Anas, qui lui était connecté également et qui est ici, avant l'intervention de Jim Boumela et de Antonio Panzeri. Donc, Madame Casagrande, merci encore, bienvenue. Et puis, vous êtes donc l'une des auteurs de ce rapport, de ce long rapport international sur l'impunité. Et donc, je vais vous laisser de la même façon environ 7-8 minutes pour présenter dans votre langue, si vous le souhaitez, ce rapport. Et donc, merci. Merci beaucoup. Good morning. I will speak in English. Thank you for the invitation and the opportunity to talk about this new initiative promoted by the Association Against Impunity and for Transitional Justice and by Società Informazione. The 18th report on global rights, the state of the impunity in the world, as the title clearly states, offers a detailed overview of the state of the art in the field of the impunity. This year, the volume comes out in English as well as in Italian. The work we carried out also aimed at broadening the discourse and address impunity by analyzing not only war and Italian crimes, genocides and systematic violations, but also sometimes forgotten cases of impunity, such as environmental, economic, and social crimes. The coronavirus pandemic has been the perfect alibi for many governments, but also, as it is the case in Turkey, Kurdistan, and Colombia, for many parastate groups to put a shadow on what was going on or was continuing to go on. In fact, it has given many governments the opportunity to continue with the erosion of rights won through struggles and suffering for years, while at the same time it has given to parastate groups the green light to continue to commit slaughters covered by often by a disturbing silence
of the media, most interested and sometimes not so freely in the virus than in what was going on around us. There is no time to go through in detail about some of the cases of impunity covered by the report, but I would like to remember that today, 15th of March, is the 22nd anniversary of the murder of human rights lawyer Rosemary Nelson, a lawyer from the north of Ireland. She was a friend and a woman who, despite the threats, carried out her work with passion and dedication. The public inquiry on her murder found an environment of hatred favored by state forces that not just failed to protect Rosemary, but indeed contributed to the creation of this hate environment. Likewise, I would like to underline the importance of the decision taken by the Council of Europe Committee to reopen the investigation into the murder of another human rights lawyer from the north of Ireland, Pat Finucane. Unfortunately, this decision went almost unnoticed in the press, but I think it was a right step, or a good step, a first step in the right direction. And finally, I would like to underline that in most cases, and we have seen this while writing the report and investigating and interviewing people for this report. In most cases, a breach on the wall of silence and collusion built around impunity was and has been finally opened thanks to the persistence and the determination of the victims' families, often left alone and with no support from government institutions, but also sometimes without the support of the press. And I like here to remember, again, because it is happening these days, I would like to remember the cases of José Antonio Laza and José Ignacio Zabala, two young Basque citizens who were kidnapped and tortured and executed in 1983 by the GAL, the anti-liberation, the terrorist anti-liberation groups in Spain. The determination, and it was only the determination of their families that has brought today to the discovery and the exposure of new evidences of what sadly was known all along. The same determination was shown by the family of Mikel Zabalza, another Basque citizen detained in 1985 by agents of the information service in the Spanish Guardia Civil and killed while in custody. We hope that the decision of the Council of Europe Committee over Pat Finucane would inaugurate a new commitment to fight impunity. And just to close, I would like to underline that for us at Società Informazione and Global Rights, which is the platform, a multilingual platform which compile and investigate the report, the annual report, as well as publishing a monthly or bi-monthly magazine. And for us, identifying first of all, and then contrasting with information, awareness, political and legal action, the accountability of supranational bodies and decision makers at the global level means talking about global rights. And this means interdependence between rights, not only to fight impunity. Thank you. Merci beaucoup, Ursula, pour ce panorama. Il est toujours difficile, hein, évidemment, de résumer une somme aussi importante qu'un rapport complet sur l'impunité. Mais merci d'avoir été dans les temps, d'avoir tenu. Je vais maintenant donner la parole à quelqu'un d'assez particulier, puisque, comme vous le voyez sur l'image,
Vous ne verrez pas son visage. Il s'agit de Anas Aremeya Anas. Comme je disais tout à l'heure en introduction, Anas n'apparaît plus ou presque plus à visage découvert. Et il a été l'instigateur d'une enquête sur la corruption dans le monde du football international, ce qui a valu notamment la vie à notre confrère Ahmed Hussein, qui a donc été assassiné en 2019. Anas, c'est un journaliste d'investigation, c'est quelqu'un maintenant qui vit dans une situation extrêmement difficile. Et s'il est là aujourd'hui, c'est bien entendu pour parler de son quotidien de journaliste, mais c'est aussi pour parler de l'impunité qui gangrène manifestement la vie en Afrique, la vie des journalistes en Afrique, puisque son collègue Hussein est toujours, enfin en tout cas les assassins de son collègue Hussein sont toujours dehors et libres. Donc Anas, merci encore d'être parmi nous et je vous laisse entre 7 et 10 minutes également pour présenter votre travail, mais aussi pour présenter vos actions contre l'impunité. Well, thank you very much for the honor. I must say that the culture of impunity against journalists is a serious and dangerous one. And investigative journalists like me tend to be the worst affected due to our role of exposing corruption. Well, as we all know, according to the recent report by the Reporters Without Borders, 50 journalists and media workers were killed in connection with their work in 2020 alone. Clearly, when people do wrong and the systems fails to make them accountable, it drains a lot of fuel out of us, the journalists. You know, and when journalists themselves are gagged in many ways, the volume of our voices gets turned down, resulting in a culture of silence. In Africa, although press freedom is enshrined in the NEPAD's Declaration on Democracy, the reality on the ground is different. There are many ways in which the journalist faces problems, and impunity is clearly the slogan. We have judicial frustration, we get intimidation from people. And what do I mean by judicial frustration? What happens is that cases involving corporates who get caught up through bureaucracies, right from the paperwork, processes before courts, and all that, are issues that bother us. Before a journalist decides to even go on with the story, you realize that there will be a court action that is gagging the journalist and stopping the journalist to talk. Now, in a perfect example was when I released my story about justice, which was aired on Al Jazeera. And this was a story about judges who had tipped the scale of justice on behalf of the poor, judges who had decided that what should be the decider when it comes to telling the truth should be the one who pays them and nothing more. Now, taking the people who hold the judiciary together on is a lot of problems, because then they decide to come at you with a sledgehammer. So in this particular story, I had about 64 legal suits. For ordinary journalists, if you are being sued like this, clearly it is difficult to turn yourselves around, and it's difficult to make any meaningful impact if the people you take on are the ones holding the judiciary together. They will definitely tend to come around you. Now, the second issue that one may look at is intimidation from community stroke politicians. And here, you tend to do a story, and then you think that you've done that story and that your purpose is to impact positively on society. However, what we don't know
or what we underestimate are politicians or the people you do the story for, what their reactions are. Sometimes it is very confrontational to the extent that it can lead to physical attacks. It can lead to one's discomfort in the society that he lives in. A typical case in question is when me and my team did this story for the BBC Africa Eye, Malawi's Human Harvest, a film that sought to look at people who were cutting the limbs of their fellow humans and selling. Now, we got into Malawi, and then we went into the community, filmed whatever, got them address. But when we were going out, we ended up being attacked by the people in the community because, one, they didn't understand, and two, they also misrepresented us as people who had come into their community to rather kill people. So apart from politicians being the people to attack us when we are doing such stories, sometimes you have people in the community that misinterpret or share fact of people just not being happy. We nearly died in that investigation, but I'm happy we are still alive and we can talk about this. Now, another thing that you get are killings and intimidations by miscreants and security forces. And here, everybody remembers the story that we did on FIFA and the World Cup, which resulted in over 80 referees across the African continent being removed, senior executive members from FIFA and the Confederation of African Football People being all removed as a result of the work we did. Whereas it is beautiful to watch, one cannot forget the intimidation that came along with this. It was a strong story, a tough story. We stood our grounds. We had all the difficulties. And unfortunately, because of this intimidation, it led to the killing of one of my colleagues, Ahmed Swali. May he rest in peace. We soldier on, but because we know that whatever be the case, you have to move on, no matter the level of intimidation that one gets. This will move me straight into how to protect the investigative journalists, because that's the main reason why we are seated here. How do we protect ourselves? I think the very first thing that one must look at is the role of our media organizations themselves. How are our media organizations protecting us? Media houses ought to adequately resource and incentivize investigative journalists in order to make their work effective. Special arrangements should also be made for their protection, as they cannot be left to as exposed as their other colleagues working within the media house. Now, government agencies and state security organs can also help. The state also owes the investigative journalists working in the field a conducive environment to operate. A dictatorial regime, for instance, produces a harsh climate towards journalists, and this suppresses investigative work and creates breeding ground for corruption. Lawmakers also ought to consider more legislative instruments that will protect press freedom and independence, as well as information transparency. Now, the role of the civil society organizations is also very, very important. Umbrella organizations in my country, like the Ghana Journalists Association, the IFJ, as well as the civil society organization like Media Foundation for West Africa, also have to increase activism for the protection of us, the journalists, as well as hold accountable the actors who threaten press freedom and investigative journalists, so that we can feel safe in our work. People get emboldened when they attack journalists and nothing happens. And this also ought to be, there also ought to be more education on investigative journalism to increase awareness, which will make it an attractive sector for journalists to venture in. Now, again, here the role of the judiciary comes in. In a society where courts processes are trusted to be fair, and the law enforcement agencies are trusted to be vigilant in preventing and fighting crime, investigative journalists tend to have an impact where there is a lackadaisical attitude
in bringing criminals to book. Where people don't trust courts because of bureaucracy and investigative journalism, there will definitely be issues. There will definitely be impunity. Also in cases where people who assault journalists are left to go free, and people who murder journalists are not found and made to face the law, the motivation for investigative journalism is lost because there is no safety and protection. Judicial and security system must be well oiled and functional to maximize the benefit of investigative journalism. Now, the key one is the role of the journalist himself. As investigative journalists, we also have a big role to play in protecting ourselves in our trade. We ought to be very measured in how we expose ourselves and have to be cautious in issues regarding our security. Above all, we ought to hold fast to our guiding principle of courage, perseverance, and uprightness, so that our work stands the test of time and turbulence. Sometimes we just talk too much when we ought to let our work do the talking. Before I end, I would want to send a note of caution to those who have made it their business to be attacking and killing investigative journalists across the world. Be rest assured that none of your intimidatory tactics would cower us into docility. We will march on to strengthen our country's democracies. And if that means we should die by the sword, then so be it. We will fight journalistic impunity with all our strength and with all our heart, even to the point of death. Thank you very much. Merci Anas pour ce témoignage qui est assez fort évidemment puisque vous avez été touché directement via vos amis à partir d'une enquête que vous avez vous-même diligentée, organisée pour la liberté de la presse, pour dénoncer une corruption au niveau international qui a eu un retentissement effectivement énorme. Et vous avez raison, on doit toujours, tous, politiques, journalistes, organisations syndicales, organisations internationales, tout faire pour que la protection et la sécurité des journalistes soient placées sur le devant de la scène. Depuis quelques semaines, je voudrais mentionner ici, grâce à la Fédération internationale, mais aussi à notre organisation régionale, la Fédération africaine des journalistes, il a été mis en place une plateforme pour toute l'Afrique, pour la protection et la sécurité des journalistes, avec l'Union africaine, avec l'UNESCO, avec des associations des ONG de journalistes, mais aussi des associations de directeurs, de rédacteurs en chef africains, et pour tout simplement dénoncer et mettre en avant tous les cas d'impunité qui touchent les journalistes en Afrique. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est un premier pas qui permet, en attendant, à des personnes comme vous, à tous les confrères et toutes les consoeurs qui parfois donnent de leur vie sur le continent africain, d'avoir une réelle réponse après une attaque, après une menace, un acharnement sur leur personne. Et je dois dire que cette plateforme-là, qui a été vraiment suivie par nos collègues de partout en Afrique, doit être vraiment alimentée de votre part vers les organisations partenaires pour, une fois encore, faire entendre votre voix. Parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes muselé, c'est vrai, mais vous avez une voix, vous avez pu, grâce à votre travail, vous avez pu faire tomber tout un réseau de corruption dans le monde du football. Et rien que pour ça, via votre travail remarquable, on doit vous être vraiment reconnaissant. Donc, merci une fois encore, Anas. Je vais, en attendant Marie Arena, je vais donner maintenant la parole à notre collègue, l'ancien président de la Fédération internationale et l'actuel trésorier honoraire de la Fédération internationale, Jim Boumela, qui est en direct donc, du Royaume-Uni et qui a été l'un des co-auteurs de ce livre blanc et qui va nous détailler maintenant le travail qu'il a mené sur les 30 ans de la Kill List, depuis 1990 jusqu'à 2020. Donc un travail que nous avons publié dans le livre blanc au mois de décembre.
Et donc, Jim, je t'en prie, la parole est à toi. Jim, on t'entend pas. On t'entend pas. Voilà, c'est bon. Très bien. Merci, Jim. Thank you very much, Anthony, and hello to everybody. I have been asked to address the part of the white paper which analyzes the killing of journalists for the last 30 years. And my first remark is to draw your attention to the sheer number. Since 1990, when the IFJ published its first annual report of killed list, some 2,658 journalists have been killed. And if my calculations are right, this comes to about 2 killed every week. And unless there are well-known Western correspondents, the world barely noticed. And the IFJ leaders then did not anticipate that what became known as the IFJ journalist killed list, coming out on January the 1st every year, would still be going 30 years later, spanning the entire globe. The IFJ was the first organization in the world to raise the alarm over the killing of journalists. And since then, there have been NGOs publishing their own list and even fighting with each other from early December over who will be the first to break the news with their figures. But the IFJ figures remained consistent over all these years, as they come from an organization run by journalists themselves and representing journalists worldwide. And it is important that the journalists themselves define from the beginning who should be counted. And the list includes freelance journalists that some NGOs do not count, as well as support staff such as translators who often die during news gathering activities. And so this is a unique and very exhaustive way in giving a fuller picture of the extent of casualty within the media workforce. Most importantly, the IFJ has always counted on the capacity and the sound knowledge of its affiliates on the ground and its network of members, local journalists that verify the information and the circumstances of this killing, making it one of the most reliable. Let me deal with the patterns of regional variations which you will find in the report, many of which are linked to specific variables over the years. If you read the figures during these 30 years in the crudest way, they show that the Asia-Pacific region comes first in the world with 683 killed journalists, followed by Latin America with 574, the Middle East with 551, Africa with 467, and Europe with 373 over all these years. And you will find that over 50% of journalists were killed in what we call the 10 most dangerous top spot, featuring countries which suffered war, violence, and crime, as well as catastrophic breakdown of law and order. In Iraq, with 339 killed, it came top, followed by Mexico, 175, the Philippines, 159, Pakistan, 138, India, 116, the Russian Federation, 110, Algeria, 106, Syria, 96, and Somalia and Afghanistan, 93 each. These are very much, the top spot. And these figures also show that the targeting of journalism has not been consistent year in, year out, except for a few countries. You can see that 2006 and 2007 in a graph in the report were the most murderous years, with 155 and 135 killed respectively, reflecting the height of the war in Iraq and the sectarian bloodbath that followed in Iraq, with 69 and 65, almost 50% of the total killed respectively. Iraq topped the table, but it is a country
where the killing of journalists were rare until 2003 and at the onset of the Anglo-American invasion. Other countries in the Middle East followed the same pattern. In Afghanistan, the numbers, and I say it was 293, started stacking up following the aftermath of the US invasion in 2001. So this link between deadly conflict and a spike in the numbers of journalists was also apparent in the civil war in Algeria, which kicked off in 1993 and ended in 1996. The bulk of the 106 killed journalists died in a short period of 3 years. This was also the case of the war in Syria, which started in 2011 and is still ongoing, resulting in 96 killed journalists for the last 9 years. The same pattern appeared in other conflicts, such as the long-running insurgency in Somalia, making it the most murderous country in Africa for journalists and the 9th in the IJ top list. Mexico is another country at the top of the list that shows specific patterns, in particular, the impact of organized crime. Journalists have been targeted there in big numbers, sometimes in double digit every year, since the 70s and the 80s, making it the most dangerous place for journalists on the planet. And finally, the Indian subcontinent is another region where journalists have been consistently murdered, and this without having a major war. In Pakistan, 138, in India, 116. These killings have featured almost every year in the list since 1990, making 40% of the total deaths in the Asia-Pacific region. Now, if you look at the accumulated statistic over the period, you can find other patterns. No less than 50 journalists were listed as killed in 25 out of the 30 years. If you raise the bar, some 75 journalists were killed in 20 of the 30 years, and 100 journalists in 11 out of the 30 years. The peak, as I said earlier, was in 2006 and 2007, and the lowest numbers were in 1998 and the year 2000. Now, this list do not only provide figures, but also a blurb over the circumstances of these deaths. This is a crucial account, historical account for each case. Apart from the death of well-known journalists, which are usually make headlines and are very well reported, these blurbs are often the only account available to catalog the death of hundreds and hundreds of journalists. And a cursory look shows that there is no single explanation as to why journalists are targeted, but one of the principal causes has always been wars and armed conflict in recent years. In recent years, a novel threat to journalists has emerged with the involvement of terrorist organizations, many operating in the Middle East region. And in the case of the murder of journalists at Charlie Hebdo in Paris, it proved they can strike in any part of the world. And in other regions, it's not war, but crime barons and corrupt officials who lead the slaughter. And the latter includes civilian government officials backed by allied paramilitary groups, without forgetting, in some cases, anti-government actors involved in insurgencies. I would say a few words about the issue of impunity, which has already been aired by all the speakers. The untold story is the risk to local journalists, as most of the murdered journalists are local beat reporters. Nearly 9 out of 10 journalists were killed on the job. In fact, you will find that nearly 75% of journalists killed didn't get shot in crossfire, but were instead murdered outright, such as a shot, stabbed to death near the home of their office, or found dead after having been abducted and tortured. Even in war zones, most journalists are murdered in a reprisal for what they write, as opposed to being killed by the hazard of combat reporting. In Somalia, more than half of journalists killed didn't die in a fight or a bomb attack. Instead, they were individually murdered. In Iraq, 65% of journalists killed since the US-led invasion were individually targeted and murdered. So the IFJ has been at the forefront of exposing the scandal of impunity, and the Fed is government, as the president says, to bring the killers to justice. And in no less than 90% of journalists murdered worldwide, there has been little
or no prosecution whatsoever. In 2/3 of the cases, the killers were not even identified. The IFJ's member union are engaged every day holding states responsible for their negligence and in many cases, complicity in the murder of journalists. Now the killed list, and I will finish on this, is indeed our most important tool. It has served us well, and the global community of journalists would ensure it will continue telling the world about what is happening to journalists. But we have other tools too, and I will conclude by citing a few. Our participation at the UN, which was raised by the IFJ president, the UN and its agencies such as UNESCO, to ensure the international instruments are strengthened and laws being implemented. And our work on the convention is now our top priority. The lobbying of employers to ensure the protection of their journalists, the lobbying of government, the launch only last week of a national action plan to protect journalists through the efforts of our affiliate in the United Kingdom and Ireland is a major step forward. Finally, internal tools, internal IFJ tools, such as the training on safety of journalists in need. We have trained thousands and thousands of journalists and also scores of trainers in many countries. Another important and unique tool we have is our International Safety Fund, which has been providing emergency humanitarian assistance to journalists. Since it launched 30 years ago, the fund, sustained by the fundraising efforts of the IFJ unions and from donation among journalists, has paid over 3 million euros to journalists and their families in need. Thank you. Merci beaucoup, Jim, pour ce panorama, pour ces chiffres effrayants, bien entendu. Depuis 1990, presque 2800 journalistes ont été assassinés dans le monde. Donc, ce sont des statistiques macabres. Mais derrière ces chiffres, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas qu'une personne, il y a des familles, il y a des maris, il y a des femmes, il y a des enfants qui sont derrière ces assassinats. Et on doit à chaque fois rappeler que le journalisme est devenu un métier dangereux aujourd'hui. En 2020, je le rappelais tout à l'heure en introduction, 65 journalistes ont été tués, 14 au Mexique. Et le Mexique, comme vous le savez, comme l'a rappelé Jim tout de suite, reste un des pays les plus dangereux du monde, le plus dangereux depuis déjà plusieurs années, mais un des plus dangereux du monde avec l'Irak sur ces 30 dernières années. Donc, vous trouverez dans le... On mute. Anthony? Ah, vous m'entendez pas du tout? Non. Ah bon, je recommence. Je voulais juste remercier Jim une fois encore pour le travail qu'il a réalisé. Et évidemment, avant de donner la parole à Antonio Panzeri pour la Fight Impunity, je voudrais juste rappeler que ces chiffres et ces statistiques sont effrayantes. Quasiment 2800 journalistes ont été tués depuis 1990 dans le monde. Derrière ces chiffres, derrière ces statistiques, vous avez des hommes, vous avez des femmes, des maris, des enfants qui sont là et qui demandent justice, qui demandent à avoir la vérité sur les assassins de leurs parents, de leurs femmes, de leurs maris. Et il se trouve que depuis 30 ans maintenant, la FIJ est active, hyper active avec ses affiliés partout dans toutes les régions du monde pour redire qu'on ne peut pas se contenter d'une statistique macabre dans un rapport annuel de la Fédération internationale des journalistes. Et comme le rappelait tout à l'heure Anas, très souvent, lorsque on dépasse la zone de Paris, de Bruxelles, de Londres, de New York ou de Sydney, tout ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Asie du Sud, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, malheureusement, ça n'intéresse plus personne, ou presque personne. Et on est très, très peu à réagir, comme le président l'a rappelé tout à l'heure, très, très peu à réagir lorsqu'il y a quelqu'un, loin des grandes rédactions internationales, quelqu'un qui se fait assassiner, un journaliste qui se fait assassiner. Et donc, je voudrais juste rappeler qu'en 2020, le Mexique, une fois encore, arrive en tête des statistiques macabres avec 14 assassinats, devant l'Afghanistan, bien entendu.
Et j'ai une pensée d'ailleurs pour trois journalistes afghanes qui ont été tués il y a 8 jours maintenant, assassinés froidement, tout simplement parce qu'elles étaient membres d'une télévision. Elles n'avaient quasiment pas fait d'enquête en tant que telle sur la politique en Afghanistan, mais elles représentaient tout simplement la télévision. Elles ont été assassinées froidement. Et on a fait récemment, évidemment, un papier avec notre bureau de Sydney, un papier, un communiqué de presse sur ces 3 femmes, mais on a aussi fait un papier sur ces journalistes femmes qui disparaissent des statistiques parce que ce métier est devenu trop dangereux, est devenu une calamité pour notamment les femmes, et elles décident d'abandonner la profession. Et rien que ça, c'est absolument scandaleux, c'est absolument insupportable, et c'est pour cette raison-là qu'on va continuer à se battre. Donc je disais, je viens de placer dans le chat le lien qui va vous emmener vers le site internet de l'affiche, vers le livre blanc dont je parlais tout à l'heure, et vers les différents articles qui ont été mentionnés tout à l'heure sur, bien entendu, les statistiques précises, avec des cartes très précises d'aujourd'hui et d'il y a 30 ans, organisées par Jim, par le président de l'affiche, Younes Mjahed, et bien entendu par l'ensemble des bureaux et du siège social de l'affiche. Maintenant, Antonio, je vais vous laisser la parole. Antonio est le président de Fight Impunity, donc l'organisation partenaire de cette conférence de presse, de ce webinaire. Antonio est en direct d'Italie, va s'exprimer dans sa langue. C'est un ancien parlementaire européen, spécialiste des questions des droits de l'homme, et qui va donc conclure cette conférence de presse avant les questions et les réponses, bien entendu. Et il va présenter les actions de son association Fight Impunity. Fight Impunity est incarné ici à Bruxelles par Simona Rousseau et par Julien Gastello, comme je disais en introduction, qui ont beaucoup œuvré pour que ce travail soit réel et soit concret à cette heure de midi en direct de Bruxelles. Antonio, je vous en prie, vous avez entre 5 et 10 minutes, mais vous avez en tout cas la parole. Merci encore. Grazie Anthony, grazie per questa iniziativa e per questa collaborazione. Userò pochissime parole, anche perché sono stato aiutato da Orsola Casagrande, che ha già nel suo intervento illustrato le ragioni del primo rapporto che abbiamo presentato contro l'impunità, quindi non mi soffermerò su questo. Però volevo partire da una considerazione. Come sappiamo, ormai esiste una realtà con la quale dobbiamo assolutamente fare i conti, ed è rappresentata dai cosiddetti teorici della democrazia, che viene descritta nelle diverse declinazioni, i quali ritengono del tutto normale che possano convivere diversi modelli di democrazia, accettando di fatto la cosiddetta democrazia illiberale, appunto una forma di democrazia vista con occhiali diversi. E come sappiamo, questo tipo di democrazia illiberale ha 2 connotati precisi. Usa le forme classiche della democrazia, penso ad esempio alle elezioni, per perpetuare il potere, e per questo non può assolutamente tollerare il dissenso e il racconto della verità, perché, come sappiamo, la verità è oggettivamente, per sua natura, sovversiva, e la verità è quella che di norma raccontano i giornalisti. Quindi il primo punto sul quale necessariamente noi siamo impegnati è quello di combattere l'impunità, comprendendo il nuovo contesto e cercando di imporre una nuova narrazione sull'idea di democrazia, rifiutando questa logica dei modelli e soprattutto cercando di mettere in campo con molta energia e con molta forza un osservatorio costante sui problemi, stando in campo per denunciare ovunque e sempre
ed esigere, come è stato detto, anche un adeguato livello di protezione nei diversi paesi, sia per quanto riguarda i giornalisti, sia per quanto riguarda in genere i difensori dei diritti umani. Insomma, in qualche modo siamo nati per essere, per quanto è possibile, un faro continuamente puntato su questi problemi, anche perché tutto questo noi riteniamo centrale al ruolo chiave che i giornalisti e gli altri attori della comunicazione svolgono nello svelare le malefatte, la corruzione, i crimini, gli abusi di potere. E ovviamente tutto questo li espone, come è stato sottolineato, ad intimidazioni, a minacce, a molestie, a violenze, anche a contenziosi infondati, talvolta arbitrarie privazioni della libertà e in molti casi torture e omicidi, come è stato denunciato e ricordato anche dall'intervento di Anas. Ora io penso che gli attacchi contro i giornalisti e agli altri attori dei media costituiscono violazioni particolarmente gravi dei diritti umani, perché non solo prendono di mira le persone interessate, ma privano anche gli altri del loro diritto di ricevere le informazioni, minando per così dire il cosiddetto dibattito pubblico che è al centro della democrazia pluralista. Come vedete ritorna questo tema della democrazia, perché ogni attacco a giornalisti e ad altri attori della comunicazione è pertanto un attacco alla democrazia stessa. E tutto questo richiede un'attenzione politica al più alto livello, ad un'azione coordinata da parte dei governi, a livello nazionale e internazionale, in collaborazione con tutte le parti interessate. Per qualche problema tecnico non è stata presente questa mattina Maria Arena, quindi mi permetto di aggiungere qualcosa anche per quanto riguarda l'attività del Parlamento europeo. C'è un'importante novità alla quale noi dobbiamo riferirci da qui in avanti, la decisione che il Parlamento europeo ha assunto di istituire un osservatorio permanente contro l'impunità a livello europeo. Sono già state definite le linee di bilancio per questo osservatorio, dovrebbe scattare in qualche modo da quest'anno e avrà una durata di 7 anni. Lo riteniamo importante questo perché in qualche modo si tenta di riempire un vuoto istituzionale, perché generalmente ci si occupa dei diritti umani, lo si fa in lungo e in largo, avendo sempre la consapevolezza che i diritti umani hanno una loro trasversalità nelle politiche dell'Unione Europea, e tuttavia però la questione dell'impunità rimane oggettivamente rimasta troppo sullo sfondo, di fronte anche a fenomeni nuovi che sono stati descritti. Non ultimo il fatto che molti paesi ormai non si interessano più di essere parte integrante di una comunità internazionale e della stessa Corte Penale Internazionale. Per cui questo progetto pilota io credo che possa essere un adeguato strumento in qualche modo di risposta al tema dell'impunità. E io penso che la questione dei giornalisti possa e debba trovare in questo osservatorio una propria centralità e quindi dobbiamo tentare nei prossimi mesi, anzi direi nelle prossime settimane, costruire un rapporto di collaborazione più stretto anche per fornire gli elementi per far sì che questo osservatorio possa svilupparsi e funzionare al meglio. Il nostro impegno va quindi in questa direzione e va nella direzione di lavorare con diverse parti interessate, ripeto, il rapporto di collaborazione, e l'approfondimento che oggi abbiamo fatto in questa sorta di conferenza stampa rappresenta per noi semplicemente l'inizio di un percorso e mi auguro ovviamente che sia produttivo e che questo percorso porti, ringraziando di nuovo Anthony, ad una maggiore collaborazione per quanto riguarda il futuro, perché la riteniamo essenziale proprio per raggiungere gli obiettivi
che sono al centro di questa nostra iniziativa. Grazie. Merci beaucoup, Antonio, effectivement pour cette annonce, hein, pour cet observatoire, la création d'un observatoire permanent contre l'impunité au sein du Parlement. Et il est clair que même si l'Europe fait partie des zones les plus safe, si je puis dire, ça reste, il y a quand même 2 cas d'impunité, de mort, celle de Daphne Galizia Caruana à Malte, et puis bien sûr notre jeune collègue Kuciak en République slovaque. Il se trouve que l'Europe a déjà un outil qui est aussi très pertinent et auquel la Fédération internationale collabore avec son groupe européen, la Fédération européenne. C'est la plateforme pour la protection et la sécurité des journalistes du Conseil de l'Europe, et qui est honnêtement un outil qui a été mis en place dès 2014, signé en 2014, et qui recense jour après jour toutes les attaques dont font preuve les journalistes, hein, que ce soit dans une manifestation à Paris ou évidemment un meurtre aussi horrible qu'il soit à Malte. Et cette plateforme-là permet en tout cas aux familles, aux organisations de journalistes, aux ONG partenaires d'interpeller directement les gouvernements au sein du Conseil de l'Europe pour leur demander des comptes sur les attaques contre les journalistes. Mais bien entendu, lorsque je parle de cette plateforme du Conseil de l'Europe, je n'oublie pas tous les journalistes qui sont prisonniers en Europe, puisqu'il faut que vous sachiez que dans le dernier rapport qui est sorti donc vendredi dernier, des journalistes en prison notamment, l'Europe est le continent dans le monde où il y a plus de journalistes en prison. C'est-à-dire que la plus grande prison du monde, comme vous le savez, est la Turquie, mais je n'oublie pas qu'il y a des journalistes en prison en Azerbaïdjan, en Ukraine, en Russie et également au Royaume-Uni, puisque notre collègue, comme vous le savez, Julian Assange, est toujours en détention dans la banlieue de Londres à l'heure qu'il est. Mais bien entendu, les journalistes en prison, il y en a énormément aussi en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique, 56 aujourd'hui, et en Amérique latine, il y en a 2. Avant de clore, il est 12h52, on avait promis qu'on arrêterait à 13h. J'aimerais donner la parole aux personnes qui souhaiteraient la prendre, en tout cas, ou qui ont posé des questions. J'ai ici, là, sous les yeux, une question précisément sur la situation des journalistes au Mexique, qui a été posée dans le chat tout à l'heure, sur les journalistes qui sont confrontés au risque au Mexique, comme je disais tout de suite, et comme Jim Boumela l'a rappelé, le Mexique fait partie des pays les plus dangereux de la planète pour les journalistes, puisque quasiment 150 journalistes ont été tués en 30 ans. Mais il nous dit, cette personne nous dit qu'il y a eu des insultes, des attaques par le président Obrador, le président du Mexique, contre les journalistes. Il va même appeler jusqu'à appeler les journalistes et les organisations des médias par leur nom, c'est-à-dire qu'on les cible directement, et il demande quels sont les conséquences de ce comportement hostile du président mexicain sur le travail de journalistes et sur la sécurité des journalistes. Et évidemment, demande-t-il quels risques impliquent ces attaques pour la démocratie et la lutte contre l'impunité et le droit à la liberté d'expression. Et il termine en disant comment les journalistes doivent-ils se comporter face à ces attaques. Alors malheureusement, je dirais que la réponse à cette question, qui est évidemment pertinente, la réponse est dans la question, c'est-à-dire que les conséquences sont absolument lamentables et sont définitives, directes. On a des meurtres régulièrement, comme 14 encore l'an dernier. On en a entre 15 et 20 depuis 4 ans au Mexique, c'est-à-dire que c'est un des pays où on prend les journalistes, enfin en tout cas des zones du Mexique, hein, je ne veux pas généraliser sur le Mexique, mais il y a des zones clairement dans le Mexique, notamment celles où le narcotrafic sont les plus durs, où il y a des règlements de compte entre bandes rivales. Eh bien, ce sont les journalistes qui essaient de faire leur boulot, qui se font descendre les premiers, tout simplement. Voilà la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est des disparitions de journalistes. On a régulièrement des consoeurs et des confrères qui nous appellent pour nous dire cette personne-là a disparu. Alors, ce n'est pas forcément que des journalistes, mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui malheureusement disparaissent parce qu'ils essaient de faire leur boulot, ils essaient d'enquêter
sur des affaires, évidemment, de corruption autour du trafic de drogue et bien entendu du blanchiment d'argent entre l'Amérique latine, l'Amérique centrale et les États-Unis, ou l'Amérique centrale et le reste du monde. Et bien entendu, on a bien essayé avec la fédération, la FEPALC, la FEPALC qui est notre organisation régionale, de la Fédération des Periodistas de Latinoamérica y de Caraïbes, avec notre collègue qui est basé à Sydney, Paola Serras, qui est donc la directrice de l'Amérique latine pour la FIGE. On a essayé de mettre en route des discussions très claires avec le gouvernement. Alors d'un côté, on a un gouvernement qui attaque les journalistes, et de l'autre qui essaie de mettre en place des systèmes de défense personnelle des journalistes qui sont menacés. Très honnêtement, on a eu quelques cas où ça a marché. Des consoeurs et des confrères qui étaient protégés, qui avaient une protection militaire, une protection policière, et qui ont pu se protéger, qui ont pu continuer à travailler grâce à cette protection policière ou militaire. Mais pour beaucoup d'entre eux, ça ne marche pas, puisqu'on a encore 14 collègues et consoeurs et confrères qui ont été assassinés l'an dernier. Donc, à partir du moment où on a un mort, c'est un mort de trop, et c'est absolument inacceptable et scandaleux. Et c'est pour cette raison-là qu'avec notre groupe régional, la FEPALC, avec notre syndicat qui malheureusement n'a pas les moyens nécessaires au Mexique pour faire en sorte que les journalistes restent protégés, puissent faire leur travail correctement, on arrivera toujours malheureusement à des statistiques qui sont absolument néfastes et qui font du Mexique le pays le plus dangereux du monde, sachant qu'une fois encore, je le rappelle toujours ici, c'est aussi un des pays qui est pointé comme un des pays les plus touristiques du monde, même si la pandémie, évidemment, a beaucoup réduit le tourisme dans le pays. Donc, on continuera à se battre, comme l'a rappelé le président, Younes Mjahed, comme vient de le rappeler Antonio Panzeri, ou comme l'a rappelé aussi Jim Boumela. L'œuvre de la FIGE se fait au quotidien, se fait sur le terrain, soit d'un point de vue local avec nos affiliés, on organise des formations à la sécurité, à la protection des journalistes, partout dans le monde, régulièrement, presque toutes les semaines, on a des formations qui permettent aux journalistes d'assurer leur protection, leur sécurité, mais aussi d'assurer la protection et la sécurité de leurs sources, la protection de leurs sources. Et évidemment, comme vous le savez, un journaliste sans ses sources ne peut pas faire grand-chose. Mais ce n'est pas suffisant. Le local est évidemment essentiel, mais ce n'est pas suffisant. On continue notre lobbying international auprès des politiques. Et là, Fight Impunity va être très utile à la Fédération internationale, puisqu'il va falloir continuer à travailler avec les politiques pour que ce texte, cette convention pour la protection et la sécurité des journalistes puisse voir le jour, puisse être voté devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et cette convention devrait permettre, à un moment donné, de faire respecter le droit dans les différents pays où les journalistes sont tout simplement visés. Et aujourd'hui, on pouvait parler, jusqu'à il y a peu, on pouvait parler de pays en guerre où les journalistes étaient en danger, parce qu'ils étaient sur la ligne de front et que malheureusement, ils pouvaient être visés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les journalistes qui sont assassinés aujourd'hui sont issus de pays qui ne sont pas en guerre. Je parlais du Mexique tout à l'heure, mais il n'y a pas que le Mexique, ce sont des pays violents, certes, mais qui ne sont plus en guerre. Et ce sont souvent des journalistes locaux, c'est-à-dire des journalistes qui font tout simplement leur travail de rapporter l'information telle qu'ils la voient devant eux. Ce sont des témoins de l'information, des témoins de ce que la profession, de ce qu'est la première mission du journaliste dans le monde, c'est-à-dire rapporter ce qu'il voit. Et malheureusement, les journalistes locaux, comme vous le savez, que ce soit des photographes, des reporters d'images, des reporters de terrain, quand on est un journaliste local, pakistanais, afghan, bangladais, somalien, ghanéen, mexicain ou encore colombien, eh bien malheureusement, ça n'intéresse pas grand monde, à part les organisations professionnelles comme les nôtres. Et une fois encore, rien que pour eux, on ne se taira pas, on restera debout, stand up comme on dit en anglais, on restera debout parce que la force doit être avec eux, la force est avec nous, et on doit toujours penser que sans ses collègues, sans ses confrères, sans ses consoeurs, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de liberté d'information, il n'y a pas de liberté
de la presse. Et la Fédération internationale des journalistes, qui va bientôt fêter ses 100 ans, continuera son mouvement syndical, mais aussi son mouvement vers plus de sécurité, plus de protection des journalistes. Et rien que pour cela, il nous faut une convention qui soit précise et votée par les Nations Unies, comme l'a rappelé tout à l'heure le président de la Fédération internationale des journalistes depuis le Maroc. Je vois qu'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention à l'heure qu'il est. Si, peut-être celle de Joan Nicolas Nilusmas. Je vous donne la parole, Nicolas, je vous en prie. Bonjour à vous tous. J'étais quand même très heureux de participer à cette conférence qui a été très enrichissante, mais je suis quand même un peu frustré de vous voir frustré vous-même de ne pas pouvoir vous exprimer vraiment. C'était la première remarque. Et la deuxième question, c'est une question. Est-ce que vous pensez que tous les journalistes ne pourraient pas se former en une chaîne, si vous voulez, chaque maillon en une chaîne pour pouvoir se tenir, pour pouvoir se défendre? Parce que je pense qu'il n'y a pas une solidarité comme il devait y avoir entre vous pour pouvoir subvenir à ces problématiques, à cette problématique-là. C'est une question, qu'est-ce que vous pensez? Merci, monsieur. Juste avant que vous repartiez, et vous avez toujours la parole, vous pouvez vous présenter succinctement pour nous dire… Alors, je suis Nicolas, président de NPDV, c'est un ONG qui suit un petit peu énormément les journalistes et qui connaît un petit peu leurs difficultés, bien des fois sur les terrains. Donc, c'est pour cela que je pose cette question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment une solidarité entre tous pour pouvoir pallier à cet état de fait? Merci, monsieur. Mais écoutez, la solidarité, pour tout vous dire, elle a été créée dès 1926, si je puis dire, lorsque la Fédération internationale a été créée. Elle a été créée précisément pour des questions de solidarité entre les journalistes. Et nous, c'est notre mission de tous les jours, via nos affiliés, nos syndicats, dans les 150 pays où nous sommes présents, via nos associations qui ne peuvent pas s'organiser en syndicats, il y en a quelques-unes encore, et on représente aujourd'hui 600 000 personnes. Vous me direz, ce n'est pas tous les journalistes, c'est vrai, mais lorsque la Fédération internationale s'exprime au nom devant les Nations Unies, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, ou devant les Nations Unies à New York, ou tout simplement à l'OIT à Genève, la Fédération internationale, en tant qu'organisation représentative des journalistes, représente tous les journalistes, et pas seulement que ses membres. Quand la Fédération internationale va discuter avec les différentes diplomaties, avec les ambassades, ça a été rappelé par le président de la FIGE, par l'ancien président de la FIGE, va discuter avec les diplomates de tous les pays qui sont évidemment influents au sein des Nations Unies. Elle ne parle pas seulement au nom de 600 000 membres, elle parle aussi au nom de tous les journalistes. Et ça, dans tous les textes que vous pourrez trouver sur notre site, abordant bien entendu l'impunité, mais pas que. Lorsqu'on fait un travail sur le genre, on fait un travail sur la protection, sur la sécurité des journalistes, sur la surveillance des journalistes, sur l'action climatique des journalistes, on parle à chaque fois de tous les journalistes. Et on a cette vision, et ça depuis 1926, et nous, on a cet honneur, aussi bien le président que moi ou les autres élus de la direction, d'essayer de parler. Alors, on peut toujours faire mieux, ça je suis d'accord avec vous, mais on a toujours cet honneur de parler au nom de tous les confrères et tous les consoeurs. Et je peux vous assurer qu'à l'heure qu'il est, personne ne nous a demandé de ne pas parler de tel ou tel sujet ce matin. Et ça, c'est le cas depuis toujours. On a la chance, une fois encore, de pouvoir s'exprimer, qu'on soit à Londres, à Rabat, en Italie, à Genève ou à Bruxelles, on a la possibilité de s'exprimer. Donc voilà. Mais en tout cas, restez connectés avec nous, monsieur Nilusmas. On est toujours très heureux déjà de communiquer avec des collègues qui organisent et qui ont un intérêt évidemment particulier
pour la profession. Et je reste disponible et je reste à votre disposition si vous souhaitez continuer à discuter avec nous ou si vous avez des demandes d'action particulières pour la suite. Je vais laisser la parole au président Younes Mjahed. Merci. Non, simplement, je veux ajouter, parce que ce que vous avez dit était clair, ce que je veux simplement ajouter, ce n'est pas une question, je ne crois pas que le problème, c'est le manque de la faiblesse de la solidarité entre les journalistes. Ça existe dans tous les pays. Vous savez très bien comment les journalistes sont, en général, ils sont très solidaires, mais je crois qu'il faut toujours que les autorités assument leurs responsabilités. Et c'est une responsabilité politique des autorités pour cette question de l'impunité. Et c'est pour ça qu'on a ce projet de convention. C'est pour ça qu'on a soumis ce projet de convention aux Nations Unies. On considère qu'il faut un mécanisme pour essayer, pas simplement, je dirais pas d'obliger, mais d'inciter les gouvernements à protéger les journalistes. Et c'est là, je crois, c'est là où on doit être solidaire entre nous, que ce soit la FIGE, les autres organisations qui s'intéressent à ces questions. Il faut qu'on travaille ensemble pour avoir un mécanisme. Et comme j'ai dit, le mécanisme, très important, mais il ne va pas être suffisant s'il n'y a pas vraiment de collaboration des autorités à travers le monde, s'il n'y a pas d'autres mesures qui sont nécessaires pour la protection des journalistes. Merci, Monsieur le Président. Micro, Anthony. Merci, Monsieur le Président. Vous vouliez reprendre la parole, peut-être, Monsieur Ninuspas, avant que je conclue, parce que j'avais promis aux interprètes 14 heures, enfin 13 heures pour Bruxelles. Vous m'entendez? Je vous entends. Allez-y, très court, s'il vous plaît. De toute façon, je suis très, très préoccupé un petit peu par rapport à ce qui se passe vraiment dans le monde en ce moment par rapport aux journalistes. C'est vrai qu'ils sont très menacés, c'est pas évident et ça fait un petit peu mal parce que c'est un peu eux qui révèlent des informations des fois très dangereuses pour eux et qui s'avèrent très souvent vraies. Et c'est là où je disais que cette solidarité ne devait pas jouer simplement en quelques journalistes. C'est tous les journalistes qui doivent vraiment se lever contre une impunité ou quelque chose. Et après, ce sont eux qui doivent entraîner le peuple derrière eux pour empêcher ça. C'est d'abord le peuple qui doit se tenir auprès de vous quand une information s'avère juste. Vous ne deviez pas le dire une fois et on oublie. Parce que vous savez, c'est ce qui est dangereux. Les gens oublient vite aujourd'hui parce que l'information, c'est très rapide. Ça vient, on l'entend, on le sait et ça passe, on passe à autre chose. Et ces journalistes-là sont toujours en danger. Et là, vous devriez faire le travail de faire comprendre, de dire ce qui se passe à travers le monde. Je sais que c'est dangereux pour vous, mais il y a des solutions, mais je pense que les journalistes eux-mêmes sont très frustrés justement de ne pas pouvoir tout dire. Et je les comprends, mais il y a des réseaux qui doivent se mettre en place. Il y a des réseaux qui sont là avec vous, comme je ne dirais pas, je ne citerai pas, mais qui peuvent vous aider à faire votre travail parce qu'on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous parce qu'il y a énormément d'injustices qui se passent dans le monde et que si ce n'est pas vous, ce n'est pas celui qui joue le journaliste, car lui, ce n'est même pas possible, il ne peut pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et encore, je suis là, vous avez mes coordonnées, je suis à votre disposition. Si je peux apporter cette pierre à l'édifice, je suis là. Mais vraiment, merci pour ce que vous essayez de faire, ce que vous avez fait. Sachez que l'homme lambda ne sait pas tout. Cette information que vous avez essayé de faire passer aujourd'hui, il y a très peu de gens dans le monde qui sont là à courir, à travailler et à se préoccuper par rapport au coronavirus, mais qui ne peuvent pas vous écouter, qui ne peuvent pas vous entendre, et donc ça passe. En tout cas, merci et puis bon vent à vous. Merci, monsieur, pour votre témoignage. Effectivement, on est évidemment tous ensemble, on est tous d'accord. Il y a beaucoup à faire, ça nous le savons malheureusement, et comme vous, les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, on a de plus en plus à faire, et on n'est jamais assez pour travailler. Et comme vient de le rappeler le président, on a la Fédération internationale depuis
depuis sa création, s'est toujours associé à des organisations qui avaient envie de mettre la main à la pâte et donc de travailler. Et donc, on est là, on est tous là, et tous les panels, vous voyez, qui sont tellement différents. Et d'ailleurs, je vais me permettre de conclure désormais pour remercier chacun et chacune pour leur intervention. Madame Orsola Gazagrande, merci beaucoup pour votre intervention. Je vais remercier également Anas, qui est toujours évidemment derrière son masque, mais qui doit se protéger. Et je suis très heureux, en tout cas, qu'il ait pu prendre la parole, et je le remercie infiniment, encore une fois, et je lui souhaite le meilleur, et surtout qu'il prenne soin de lui et des confrères et consoeurs avec lesquels il travaille. Merci Antonio d'avoir été au rendez-vous, d'avoir été aussi le porte-parole de Marie Arena, qui n'a pas pu se libérer, qui était coincée entre deux réunions. Mais je sais que Marie est très engagée, pour l'avoir rencontrée à plusieurs reprises, elle est très engagée au sein de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, et bien entendu du travail avec vous au sein voilà. Et donc merci aussi bien sûr à Younes Mjahed, qui est donc le président de notre fédération, qui est bien connu maintenant et qui travaille depuis de longues années sur ces questions-là. Et je n'oubliais personne en disant merci enfin à Jim, qui a donc fait l'historien de ce panel en revenant sur 30 ans d'impunité, 30 ans de rapports de la Fédération internationale, et que tous ces documents-là, vous les trouvez à la fois sur les liens qui ont été partagés dans le chat de Fight Impunity. Tout le dernier rapport donc, de Fight Impunity, vous pouvez le trouver dans le chat. La petite liste qui a été publiée vendredi dernier, vous la trouvez dans le chat, le lien dans le chat ou sur le site internet. Et bien entendu, le livre blanc dans les 3 langues, avec tous les aspects que j'ai détaillés tout à l'heure, que vous trouverez également dans le livre blanc. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir été patients. Merci à nos 2 interprètes d'avoir assumé le travail en italien, en français et en anglais. Francine Ferret, qui connaît bien l'affiche, qui travaille avec nous depuis de nombreuses années, et Jacopo Guadagno, qui a donc assuré l'interprétariat pour l'italien et l'anglais. Merci à tous les deux, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt dans le monde et ailleurs.